Bonjour à tous. Lors de ce second cours, on va maintenant discuter, parler, expliquer tout ce qu'est le procédé sol-gel, voir les aspects inorganiques et voir finalement comment ce procédé peut conduire à des matériaux à valeur ajoutée et à des architectures nouvelles. Alors la dernière fois, je vous ai mentionné finalement ce qu'étaient les colloïdes et les solutions colloïdales. Comme on peut voir ici, on avait vu qu'une solution colloïdale était une solution qui ne décantait pas, qui était toujours en mouvement constant, dû aux particules, comme indiqué ici, qui finalement suivaient un mouvement brownien. On avait également vu l'interaction entre ces liquides colloïdaux et les spectres de diffusion de la lumière et montré qu'on pouvait avoir toute une panoplie de couleurs due à un phénomène bien particulier qui était la résonance plasmonique. Concernant la stabilité de ces colloïdes, on avait montré que les colloïdes, bien sûr, étaient des solutions stables. Par contre, on pouvait jouer sur la force ionique du milieu pour pouvoir les condenser ou pouvoir directement les décanter et ainsi de suite. Et bien aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir que ces colloïdes ou ces sols vont être à la base du procédé sol-gel. Alors le procédé sol-gel, c'est quoi le procédé sol-gel? Imaginez que vous pouviez directement couvrir ces tables d'une couche d'oxyde. Imaginez que vous pouvez fabriquer des verres à température ambiante. Eh bien, c'est ce que le procédé sol-gel va faire. Il s'agit d'un procédé qui va utiliser des précurseurs moléculaires et qui, par des réactions contrôlées, va nous permettre finalement d'obtenir des oligomères et des réseaux tridimensionnels d'oxyde que l'on pourra ensuite déposer sur des surfaces. Vous avez ici, on partira du composé de la molécule. On va former des oligomères, on sera à l'état de gel, ou de sol, excusez-moi ici, il y aura cette dispersion, et ensuite on va pouvoir polymériser et obtenir, ce que je peux dire, des réseaux tridimensionnels, comme indiqué sur ce transparent. Alors, cette histoire du sol-gel, eh bien, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle date déjà de plusieurs nombres d'années. En effet, ce procédé a été observé en 1845 par le chimiste français Ebelman, qui a observé que finalement, sous hydratation, il pouvait dans ce cas observer la formation de silice translucide à partir d'esters salicyliques. Mais ce n'est finalement que bien plus tard que le premier brevet a été déposé. C'est un brevet qui consistait finalement à tremper une lame de verre dans une solution sol-gel pour en faire un film. Et ça a été fait par la société Shot Glass Works, qui est bien connue aujourd'hui pour toute son expertise dans tout ce qui est les verres de grande spécificité, que sont finalement les verres de lunettes, les verres de lentilles et également les miroirs pour les télescopes. Et finalement, dans les années 1960, ça a été le début de la commercialisation de ces revêtements sol-gel pour beaucoup d'applications, comme on peut voir ici des revêtements anticaloriques, revêtements anti-reflets, rétroviseurs, et également, je ne les ai pas mentionnés ici, des revêtements auto-nettoyants et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est un domaine où finalement la commercialisation a précédé la science. Car en effet, la communauté scientifique a mis pas mal de temps à s'organiser pour finalement comprendre la science sous-jacente à ce procédé et ainsi de suite. Et la première conférence qu'on peut voir ici a eu lieu en 1981 en Italie, à Padova. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'historique de ce procédé sol-gel qui, comme je l'ai mentionné, a des retombées au niveau des applications et bien sûr au niveau de la recherche. Au niveau des applications, c'est un domaine en pleine expansion, dont, comme on peut voir ici, il y a une quarantaine de compagnies qui sont déjà, je dirais, orientées dans ce secteur, avec un chiffre d'affaires qui est indiqué ici. Au niveau des publications, vous avez ici en rouge le nombre de papiers publiés par an, et ce qui est intéressant finalement, c'est que le nombre de papiers publiés par an est égal au nombre de papiers cumulés. Ça veut dire que vous avez une augmentation égale de brevets et de papiers tous les ans. Alors ce procédé sol-gel, pourquoi est-il si répandu et si utilisé? Eh bien, vous allez voir la richesse de tout ce que vous pouvez faire par ce procédé. Vous avez ici les précurseurs, je vous rappelle, c'est des précurseurs moléculaires, qu'on voit dans ce cas par des réactions d'hydrolyse-polymérisation, dont on va voir finalement ce qui se passe réellement, on va pouvoir obtenir des sols. Ces sols, solution colloïdale, une fois de plus, qu'on va pouvoir sécher pour obtenir des poudres de nanoparticules.
on va pouvoir utiliser ces sols pour les déposer sur des films. Et dans ce cas, on aura, je dirais, la réaction de gélification, d'évaporation, et on obtiendra nos oxydes en couche mince, et on peut obtenir également des films denses. On va pouvoir également prendre ces sols, les étirer, et obtenir des fibres céramiques, et on va pouvoir exploiter cela en formant finalement le gel, après un vieillissement, et ensuite, il va y avoir l'étape critique dont on va revenir par la suite, qui va être l'étape dans laquelle il va y avoir évaporation ou extraction. Et selon que l'on va faire cette étape, les conditions de cette étape vont finalement générer des architectures totalement différentes et bien sûr des applications différentes. Donc vous avez ici les différentes étapes, le choix du précurseur, la formation du sol pour l'hydrolyse, formation du gel par vieillissement, c'est-à-dire qu'en ce cas on va faire le réseau tridimensionnel, et ensuite l'aérogel par séchage rapide ou voire les couches minces. Alors ce procédé a été utilisé depuis pas mal de temps, et un des pionniers dans le domaine a été ce chercheur américain, Larry Hench, qui a utilisé ce procédé sol-gel pour abaisser les températures de fabrication de ces verres et pour préparer finalement des verres à partir des 4 composés que sont la silice, Na2O, CaO, ainsi de suite. Et il a préparé, je dirais, les premières bioglaces, c'est-à-dire c'est les premières biocéramiques ou les matériaux ayant une bioactivité qui sont fortement utilisés en médecine pour les implants ou pour la soudure des os, ainsi de suite. Et il a développé toutes ces technologies pour fabriquer différentes sortes de verres avec des moulages complexes, comme vous pouvez voir ici. Outre cet aspect, eh bien, cette technologie ou ce procédé sol-gel a été utilisé pour faire des poudres homogènes de particules sphériques, de composés ou d'oxydes relativement quelconques. Et vous verrez durant ce cours qu'on ne va pas se limiter aux oxydes, on va passer au système ternaire, on passera également aux chalcogénures et ainsi de suite. Et vous avez ici ce qui est bien connu, la silice Stauber, qui est une silice préparée de façon sphérique par une réaction simple qu'on verra par la suite. On peut également directement préparer des particules ou des sphères pour tous ceux qui sont des éléments d'oxyde radioactif, et tous ces matériaux peuvent être utilisés pour finalement fabriquer des membranes pour filtration, ultrafiltration et ainsi de suite. Alors cet aspect couche mince, eh bien, on va le matérialiser par des approches qui vous sont bien connues. On va utiliser l'approche de trempage par immersion, où dans ce cas, eh bien, l'épaisseur du film, bien sûr, va dépendre de la vitesse à laquelle vous allez insérer. On va utiliser, dans ce cas, des procédés par pulvérisation pour avoir des couches minces, ou également des procédés par centrifugation, où dans ce cas, on va utiliser une tournette pour avoir directement une répartition relativement constante de l'épaisseur de ces films. Il y a également d'autres procédés pour le faire, comme vous pouvez voir ici. On a des dépôts par induction, on peut avoir des dépôts par aspersion, dépôts par jet d'encre et dépôts par flow coating. Comme vous pouvez voir ici, toutes ces techniques sont, je dirais, utilisées de façon courante dans l'industrie des oxydes et du procédé. On peut également fabriquer des fibres par extrusion, et dans ce cas, on peut obtenir des fibres de silice, comme indiqué ici, qui sont fabriquées par la compagnie Asahi. On peut obtenir des fibres mélange alumine-silice qui sont utilisées comme des matériaux réfractaires dans les navettes spatiales, dont notamment la navette spatiale Columbia ou également dans le programme Hermes en France. Donc voilà, si vous voulez, certaines applications. On peut également voir l'utilisation de ces aérogels et de ces gels pour des applications anti-corrosion, notamment avec le dépôt sur des métaux. On peut déposer sur des polymères et dans ce cas faire des guides d'onde, utiliser dans le cas des textiles et dans le cas des silicones ou des wafers de silicium pour, je dirais, empêcher la contamination ou la corrosion et ainsi de suite. Enfin, on peut l'utiliser également dans tout ce qui est les aérogènes, on verra comment, pour des applications d'isolation thermique, et on verra qu'en dehors de ces aérogènes, on va pouvoir coupler la partie inorganique et la partie organique pour déterminer, pour faire des matériaux hybrides qui là vont encore ouvrir complètement le domaine des applications. Donc voilà, si vous voulez, tout ce qui s'est fait finalement sans qu'on ne connaisse pas grand-chose sur la science. Et bien sûr, maintenant, on peut passer à la science. Et cette science qui a été, je dirais, s'est mise à l'œuvre dans les années 90, avec, dans ce cas,
les spécialistes que sont Jeffrey Brinker, Georges Scherer et bien sûr Jacques Livage, qui était professeur au Collège de France. Alors bien sûr, dans ce cas, cette science du sol-gel, principalement ou initialement centrée sur la silice, eh bien, c'est quand même pas mal inspiré de la nature. Et je vais vous le montrer. En effet, vous avez cette roche qui est la diatomique, qui est une roche de couleur claire, formée entièrement ou presque de squelettes diatomés. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, ce sont des algues qui contiennent un micro-organisme doté d'éléments enzymatiques catalytiques importants qui vont permettre finalement de biominéraliser de la silice et d'obtenir, comme vous pouvez voir ici, ces structures magnifiques, élégantes, qui sont finalement des squelettes de microstructures de l'ordre de micromètres, avec à l'intérieur tout un aspect nano-architecturé, comme vous pouvez voir ici. Et cela va donner à cette silice eh bien, des propriétés remarquables pour des applications variées. Cette silice naturelle, plutôt ce système de verre biogénique, on va les trouver également dans la nature. Vous avez ici finalement comment va évoluer la silice. Eh bien, la silice va au cours du temps réagir avec l'eau pour former l'acide salicylique. Et c'est cet acide salicylique qui va, de nouveau, par des réactions de condensation, donner cette fameuse silice et donner ces fameux objets que l'on peut voir directement sur certaines algues également. Donc voilà, si vous voulez, un peu déjà le procédé sol-gel à l'état naturel, et on va voir finalement de quoi ou quelles sont les réactions qui sont sous-tendues par ces belles images. Alors, ce procédé sol-gel, comme vous allez le voir, eh bien, c'est un procédé qui va mettre en place ou qui va réaliser la condensation de molécules salicyliques. Vous avez ici 2 molécules salicyliques qui vont se condenser pour donner finalement ce gel qui, par polymérisation minérale, va vous donner un solide covalent, comme indiqué ici, dans lequel tous les tétraèdres vont être liés par le sommet. Et ça, il faut distinguer, c'est totalement différent que les réactions qu'on est bien habitué en chimie du solide, qui sont les réactions de précipitation. Une réaction de précipitation, par exemple, si vous prenez le cas de la phosphérite, Mg2SiO4, et bien dans ce cas, on va faire réagir tout simplement dans un milieu éthylène-diamine un nitrate de magnésium avec de l'orthosilicate pour obtenir ces cristaux qui, comme vous pouvez voir ici, dans ce cas, contiennent des cations Mg2+, et des silicates SiO4 4-, anions qui sont totalement séparés. D'où surtout ne pas confondre précipitation et polymérisation. Alors lorsqu'on fait le procédé sol-gel, bien vous avez finalement décrit ici le procédé sol-gel, et dans ce cas, la difficulté que si on part de l'acide salicylique, c'est qu'on ne peut pas contrôler les vitesses d'hydrolyse ni les vitesses de condensation. Bien, c'est la raison pour laquelle les chimistes ont décidé de changer de précurseur. Et en décidant de changer de précurseur, on va passer finalement maintenant de l'acide salicylique aux alkoxydes de silicium. Et dans ce cas, on va utiliser les composés indiqués ici, qui sont SiOIT4, qu'on appelle dans notre jargon le TiOS, tétraéthoxysilane, ou avec le couple méthyle, SiOMe4 égale Timox égale tétraméthoxysilane. Et vous voyez que dans ce cas, on va maintenant utiliser ces groupes alkoxy, mais leur synthèse n'est certainement pas aisée, et on connaît ces groupes alkoxy seulement dans certains éléments, comme le silicium, l'aluminium et les zircones, voire le titane. Mais généralement, ces précurseurs sont onéreux. Alors, comment les prépare-t-on? On les prépare par de simples réactions à partir d'alcool. On peut faire agir des chlorures de métaux de transition pour obtenir ici l'alkoxy, soit à partir d'oxyde, dans le cas de P2O5, ou alors, dans le cas, je dirais, des alcalins, des alcalins terreux, on fait directement réagir le sodium métallique. Et d'ailleurs, pour ceux qui travaillent le sodium, vous mettez souvent du sodium dans l'alcool, et bien vous êtes en train de se faire, dans ce cas, un alkoxy. Et ce qui est intéressant, c'est de noter finalement qu'on aura des donneurs qui seront des donneurs de ligands pi, qui vont dans ce cas eh bien, stabiliser des métaux d'oxydation à très élevés. D'où, venons-en maintenant plus en détail à finalement ce procédé sol-gel. Eh bien, ce procédé sol-gel se résume en 2 seules étapes. La première est l'étape de l'hydrolyse, où vous avez directement l'alkoxy qui va réagir avec l'eau pour donner, dans ce cas, une liaison SiOH et ensuite relarguer ROH.
et ensuite vous avez la réaction de condensation, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, on a tout simplement deux substitutions nucléophiles, que ce soit pour la réaction de l'hydrolyse que pour la réaction de condensation. Et c'est ces deux réactions qui vont nous permettre d'obtenir les gels, comme indiqué ici. Alors voyons un peu ce qu'il y a finalement sous ces réactions, et notamment la réaction d'hydrolyse. Bien, si on regarde les réactions d'hydrolyse, et si maintenant on décortique un peu cette réaction, bien on s'aperçoit qu'on a dans ce cas une attaque nucléophile sur le métal pour donner ici cette augmentation de coordination du métal. Ensuite, le proton chargé est transféré sur l'alkoxy pour libérer directement ROH. Et le message de cette réaction, c'est que vous avez qu'on passe par un intermédiaire qui a augmenté sa coordination. D'où la réactivité de ce précurseur eh bien, va dépendre tout simplement de la charge du métal et son nombre de coordinations. Et cette réactivité elle va être d'autant plus élevée que l'électronégativité sera moindre et que la taille du cation sera plus importante. C'est-à-dire lorsqu'on va directement se balader du haut du tableau périodique en allant de la droite vers la gauche au bas du tableau périodique. C'est-à-dire qu'en ce cas, l'électronégativité va diminuer et la taille va augmenter. C'est la raison pour laquelle eh bien, les gels ou les alkoxydes de silicium seront relativement stables. Par contre, ceux de titane, voire de cérium, seront relativement instables vis-à-vis de l'hydrolyse. Et si on continue jusqu'à l'extrême, on s'aperçoit que les alkoxydes des alcalins ou alcalino-terreux seront très instables. Il faudra les manipuler en absence totale d'humidité, c'est-à-dire dans une boîte sèche. Par contre, si on prend les alkoxydes de phosphore, eh bien dans ce cas, comme vous voyez que le phosphore dans ce cas est très électronégatif, eh bien ils seront très stables. Le vanadium, dont on verra plus tard, sera, je dirais, le cas intermédiaire. Alors bien sûr, je vous ai montré ici qu'on peut avoir deux types de groupes alkoxy, du silicium qui sont très peu réactifs et par exemple du titane qui vont réagir fortement. D'où il va nous appartenir maintenant de contrôler ces réactions et de formation d'hydrolyse. Et bien pour cela, on va utiliser d'un côté des catalyseurs acides, dans le cas des alkoxydes de silicium, où, vous le voyez ici, le proton va aller se fixer sur l'oxygène pour faciliter le retrait du groupement ROH. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir accélérer la vitesse d'hydrolyse, passer par exemple de 1000 heures à 12 heures en ajoutant, je dirais, ces catalyseurs acides dans la réaction. Par contre, dans le cas de l'hydroxyde de titane, eh bien, où là, on a une hydrolyse trop rapide, il va falloir freiner ou ralentir cette hydrolyse et on va le faire par, dans ce cas, l'addition de bases ou d'espèces nucléophiles. Et comment cela va se faire? Eh bien, on va tout simplement, comme indiqué ici, utiliser des espèces nucléophiles qui vont être, comme vous pouvez voir ici, des métases d'acétone, des acides carboxyliques ou alors d'autres éléments, comme les alcools et ainsi de suite. Eh bien, on va faire réagir, dans ce cas, isopropoxyde de titane avec soit l'acide acétique, soit l'acétylacétone pour obtenir ces complexes. Et vous notez qu'en ces complexes, eh bien, dans ce cas, on a augmenté la coordination du métal, on est passé de 4 à 6, ce qui veut dire qu'on a tout simplement diminué la vitesse d'hydrolyse. D'où voilà le genre de jeu que les chimistes jouent avec les différents éléments pour ajuster les vitesses de réaction et ainsi de suite. On peut aller des étapes plus loin et on peut également faire des réactions d'oligomérisation comme indiqué ici. C'est-à-dire ces réactions sont possibles pour la bonne et simple raison que l'état d'oxydation dans un complexe est toujours inférieur à sa coordinance. Donc il y a toujours de la place pour augmenter cette coordinance. Et on peut faire ça eh bien, en augmentant ou en créant des ponts alkoxo ou des ponts oxo comme indiqué ici. Et pour ce faire, eh bien, on s'aperçoit que le degré d'oligomérisation va augmenter avec la taille du cation. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir, dans le cas des composés des alkoxydes de plomb, obtenir du plomb coordonné fortement. En revanche, ce degré d'oxydation il va décroître avec le degré d'oxydation. C'est la raison pour laquelle il sera difficile d'obtenir
des alkoxy alcalins alcalinotéreux dans lesquels on aura ces ponts oxygène, ainsi de suite. D'où, ce qu'il faut retenir ce transparent, eh bien que ces groupements oxy-alkoxy seront beaucoup plus stables vis-à-vis directement de l'hydrolyse que les simples groupements alkoxy. Enfin, et pour terminer, je dirais un peu la science sur le processus Sol-Gel et la façon dont on peut jouer sur la stabilité de ces groupes et leur réactivité, eh bien on peut également faire des réactions avec les solvants. Et vous avez ici 3 approches. La première va consister à jouer avec la taille du cation et son caractère électropositif. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, si je prends dans le cas de l'isopropanol, si je prends l'isopropoxyde de titane, il me donne un simple monomère. Si je passe maintenant à l'isopropoxy de zircone, eh bien, dans ce cas, on peut obtenir ce pont oxygène et formation de dimères. Une autre façon de jouer sur cette oligomérisation est d'utiliser les solvants. Et généralement, les mêmes solvants que le complexe contient. Et vous avez ici un exemple dans lequel je prends l'exemple de zircone, où si je travaille dans le cas du propanol, j'obtiendrai un oligomère formé de 2 espèces, comme indiqué ici. Et si je passe maintenant dans le cas du cyclohexane, eh bien, je vais obtenir un oligomère avec 4 espèces. Et enfin, ce degré d'oligomérisation va dépendre de l'aspect stérique des groupements substituants. En effet, si je prends le cas, dans ce cas du titane, eh bien, avec des alcools tertiaires, je ne pourrai pas obtenir ce produit de l'oligomérisation, alors que dans le cas des alcools primaires ou secondaires, cela sera possible. Et enfin, cela peut s'expliquer très bien dans le cas du silicium, où on s'aperçoit que, dans ce cas, en raison de l'encombrement stérique, eh bien, automatiquement, le groupement oxyméthyle sera beaucoup plus réactif que oxo-isopropyl. Donc voilà, si vous voulez, donner une indication sur comment jouer avec, finalement, cette chimie sol-gel pour préparer des matériaux avec des structures bien déterminées. Et cela est utilisé pour faire pas mal de composés. Je vous donnerai ici un seul exemple où on peut utiliser le procédé sol-gel pour, de nouveau, abaisser la température de ces matériaux piézoélectriques, qui est le PZT, qui sont des matériaux très importants, qui peuvent convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique, et dont le marché actuel est de plusieurs milliards d'euros. Eh bien, ces composés peuvent être préparés par le procédé sol-gel à relativement basse température, comparé au procédé céramique, à partir des alkoxy, comme on peut voir ici, et des acétates de plomb. On fait ces réactions dans l'acétylacétone, et selon les étapes que je vous ai mentionnées auparavant, on peut obtenir des matériaux poreux, voire des aérogels ou des fibres contrôlées, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors, je vous ai montré un aspect du procédé sol-gel basé sur l'inorganique, mais on peut, je dirais, compliquer ou complexer le problème en maintenant développant ce que j'appellerais l'aspect chimie-douce du procédé sol-gel en introduisant à la fois une composante organique et une composante inorganique. Et dans ce cas, on va obtenir des matériaux hybrides. Matériaux hybrides qui ont créé leur propre domaine, puisque c'est le domaine des hormocères, c'est-à-dire des matériaux ou des céramiques modifiés de façon organique, avec, comme on peut voir ici, toutes les applications qui en ont découlé. Eh bien, avec cela, on va pouvoir faire des synthèses, je dirais, plus élégantes, plus sophistiquées et plus ciblées vis-à-vis des applications. Un exemple, eh bien, on va pouvoir, dans ce cas, utiliser ces matériaux organiques comme des catalyseurs, voire comme des agents structurants. Dans des agents structurants, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir, à partir de ces espèces organiques, créer des systèmes micellaires qui vont s'organiser de façon ordonnée, avec une configuration hexagonale, comme indiqué ici, et ensuite, cela va servir de support, de modèle, de template, pour avoir les réactions de polymérisation dont je vous ai parlé. C'est le système de synthèse par template que je vous mentionnerai dans le cours suivant. Ensuite, il suffit de faire une pyrolyse de ces espèces pour obtenir ces belles structures de nids d'abeilles qui ne sont rien d'autre que des arrangements de SiO2. Et cela nous permet, comme vous pouvez le voir ici,
d'ajuster la taille des pores, et ainsi de suite, et d'avoir de nouveau des matériaux à applications variées. Lorsqu'on regarde le système des hybrides, eh bien, on peut classifier cela en deux classes. On va avoir les hybrides composés de classe 1 qui vont, dans ce cas, dépendre des interactions entre la partie organique et la partie inorganique. Et comme on peut voir ici, dans ce cas où vous avez en bleu la partie inorganique et en rouge la partie organique, on a des interactions entre ces deux réseaux, mais il n'y a pas de liaison réelle, on a simplement des liaisons pontées. En revanche, on peut avoir des systèmes dans lesquels maintenant on va pouvoir greffer la partie organique et la partie inorganique. Vous avez ici une molécule ou une brique qui va servir à la fabrication de ce gel, et on aura dans ce cas un réseau interconnecté dans lequel interaction avec les différentes particules et les différents systèmes. Donc voilà, si vous voulez, un peu brosser ce qu'on peut faire avec le procédé sol-gel au niveau de SiO2. Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que finalement, je vous ai mentionné qu'un seul aspect du procédé sol-gel, c'est-à-dire le passage des précurseurs au gel. Et on a obtenu des gels humides. Maintenant, l'étape certainement la plus importante, la plus critique vis-à-vis des applications, va être le séchage de ce gel. Et là, il va y avoir des difficultés énormes, bien sûr, qui ont été, je dirais, résolues, mais vous allez voir pourquoi. En effet, comme on peut voir ici, bien voilà le gel que j'ai obtenu, et maintenant, il va falloir tout simplement retirer le liquide sans faire en sorte de collapser le gel, de le retrécir. C'est-à-dire qu'en ce cas, il va falloir jouer avec la taille des pores et les forces associées à la tension de surface. C'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes essentiels de capillarité qu'il va falloir contrôler. Problème de capillarité dans lequel vous avez un terme gamma-L. Si vous vous rappelez du cours précédent, ce terme gamma-L est la tension de surface qui va avoir un rôle important, car c'est ce terme qui va finalement déterminer la force de l'interface liquide-gaz. Ça veut dire que dans ce cas, je vais avoir des problèmes de capillarité, et si je sors tout simplement mon solvant ou mon liquide ainsi, je vais avoir un rétrécissement des canaux avec la possibilité des groupes hydroxyde de surface de reformer des ions siloxane et ainsi de suite. D'où il va falloir que je fasse en sorte de retirer ce fluide en combattant cette tension de surface, c'est-à-dire l'interface liquide-vapeur. Eh bien, vous allez voir, il y a des astuces, il y a plusieurs moyens de le faire. Le moyen qui a été trouvé tout d'abord a été le cas d'utilisation d'un fluide supercritique. Un fluide supercritique, c'est quoi? Comme je vous l'avais montré dans un cours l'an dernier, ce n'est rien d'autre qu'un système dans lequel on va se placer en deçà des conditions critiques de température et de pression, dans un domaine où finalement je n'ai plus d'interface liquide-vapeur. D'où si je n'ai plus d'interface liquide-vapeur, je n'aurai plus de tension de surface et je peux dans ce cas sécher mon gel sans avoir retrécissement des pores. C'est effectivement ce que l'on fait et dans la plupart des cas, on va utiliser le fluide supercritique qui est le CO2 pour la bonne et simple raison, c'est tout d'abord que les températures pour atteindre cet état supercritique ne sont pas exagérées. Une température de 31 degrés et une pression de 7 mégapascales, c'est-à-dire 70 bars. De plus, CO2 est relativement bon marché et facile à utiliser. D'où par conséquent, on va tout simplement préparer ces aérogels à partir de ces supercritiques. Alors vous allez voir que le procédé a évolué et il y a plusieurs façons de sortir ce liquide. La première façon que je l'ai mentionné, c'est finalement de laisser ce gel humide et de l'évaporer de façon relativement lente dans l'eau ou l'alcool. Dans ce cas, on va obtenir ce qu'on appellera un zéro gel dont la porosité est aux alentours de 50%. Ensuite, une autre méthode qui consiste cette fois à jouer de façon astucieuse avec la nature des solvants. Parce que cette tension de surface provient de la polarité de surface. D'où par conséquent, on va tout simplement associer des solvants polaires et non polaires
pour sortir ce liquide à l'intérieur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, dans ce cas, on va avoir de l'eau, par exemple, et bien on va utiliser tout simplement l'acétone, qui est tout simplement miscible avec l'eau. On va sortir l'eau, et ensuite on va introduire le cyclohexane, qui est également miscible avec l'acétone. D'où par conséquent, à la fin, on va terminer avec un solvant non polaire, cyclohexane, dont la tension de surface ou l'interface sont relativement faibles. Et c'est la raison pour laquelle on va obtenir ce qu'on appelle des ambigels. La troisième façon est une méthode qu'on appelle lyophilisation, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement refroidir à basse température notre système, c'est-à-dire qu'on va le congeler, et ensuite on va faire une sublimation. Et si on fait une sublimation, on ne va plus passer maintenant à l'état liquide. On va directement passer de l'état solide à l'état gazeux, d'où par conséquent, on va court-circuiter cette interface liquide-vapeur. Et on pourra obtenir ce qu'on appelle des cryogènes. Et finalement, comme je vous l'ai mentionné, on peut aller de façon extrême et utiliser des fluides supercritiques pour obtenir dans ce cas des aérogels dont la porosité va atteindre 95%, c'est-à-dire des chiffres relativement importants. D'où, voilà si vous voulez, ce qu'on peut faire avec ces fameux gels. Différentes sortes d'architecture, différentes sortes de morphologie, différentes sortes de porosité. Et tout ça eh bien, va conduire à des applications variées, en deçà des applications de revêtement que je vous ai mentionnées auparavant. En effet, si je regarde ces aérogels, ils vont tout d'abord présenter des propriétés de conductivité thermique relativement importantes. Ici, je vous montre la représentation de la conductivité thermique qu'on exprime en watts par mètre Kelvin en fonction de la densité. Et vous voyez que cette conductivité thermique dépend de trois paramètres que sont le transport par le solide, le transport par le gaz et le transport par radiatif. Et vous voyez que vous passez par ici un minimum. Bien, ce minimum correspond à une silice de densité 0,15 g par centimètre cube. Et bien, si on compare finalement les performances en termes de conductivité thermique de cette silice aérogel, bien, vous voyez qu'elle est directement beaucoup moindre, enfin, elle est meilleure, si je peux dire, que la silice vitreuse, polyuréthane, polystyrène. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, c'est une des plus faibles conductivités thermiques que l'on puisse obtenir grâce à ces aérogels de SiO2. Une autre application, et non des moindres, relève du domaine de l'acoustique, où là aussi, eh bien, grâce à, je dirais, ces matériaux, ces objets poreux, eh bien, on peut obtenir des propagations du son relativement rapides. Et vous avez ici, finalement, la possibilité, pour une silice de 70 grammes par litre, d'obtenir des vitesses de propagation du son de 120 mètres par seconde. Là aussi, c'est la plus basse vélocité propre de tous les composés inorganiques. On peut également utiliser la silice pour ses propriétés mécaniques, c'est-à-dire et la caractériser par le modèle de Young, qui finalement, ou le modèle d'élasticité, modèle de tension, qui va vous montrer la réponse d'un matériau à une contraction. Vous voyez qu'en ce cas, on a un modèle de Young très faible, ce qui veut dire que ce composé peut être comprimé tout en gardant sa rigidité. C'est la raison pour laquelle cette application, eh bien, vous la retrouvez dans les raquettes de tennis, où vous avez certaines raquettes de tennis, les plus performantes, je dirais, dans lesquelles vous avez la partie aérogel en haut et en bas pour avoir, si vous voulez, de la réponse et de la tension. D'autres applications, eh bien, on peut les applications dans le domaine directement d'isolation thermique. Vous voyez ici cette photo qui parle par elle-même, je pense. Vous avez un bec benzène et une rose en dessus. Vous avez également l'isolation thermique, où là, les semelles pour le ski, ainsi de suite. Et également, une application importante, c'est dans le domaine du forage, où on peut isoler la différente tuyauterie par ces aérogels de façon à maintenir, je dirais, la température du pétrole que l'on extrait à des températures adéquates et faciliter le pompage. Et les applications, on pourrait continuer. Je vais juste en mentionner deux autres qui sont peut-être pas les plus importantes, mais intéressantes. Tout d'abord, une application spatiale, la NASA Stardust Mission, où dans ce cas, eh bien, on va utiliser tout simplement ces objets qui vont collecter les poussières interstellaires pour directement remonter à l'origine de certaines planètes, ainsi de suite. Et ça, toutes les missions spatiales sont équipées de ces instruments
basés sur ces génotypes d'aérosols qui permettent de collecter, je dirais, ces poussières. Enfin, dans les applications au niveau de l'environnement, où là aussi on va profiter des propriétés de ces aérogels, qui sont des matériaux hydrophobes, qui inertes pour eux et qui également peuvent flotter à la surface de l'eau pour récupérer, je dirais, les déchets ou, dans certains cas, les pétroles qui ont été directement délaissés par certains pétroliers, et ainsi de suite. D'où voilà, si vous voulez, les différentes sortes d'applications. Alors bien sûr, comme cette chaire est reliée au domaine de l'énergie, je vais maintenant vous montrer en quoi ces matériaux ou ces aérogels peuvent influencer le stockage d'énergie et quelles sont finalement les retombées. Alors pour ce faire, eh bien, je vais dans ce cas illustrer ces bénéfices à certains matériaux pour l'énergie. Et le premier que je vais démontrer ou présenter va être tout simplement constitué d'aérogel de V2O5. Dans ce cas, cet aérogel va être fabriqué comme je vous l'ai déjà mentionné. Vous allez retrouver cette systématique à peu près partout. On va partir directement d'un alkoxyde de vanadium que l'on va, dans un milieu d'acétone eau, gélifier, vieillir, rincer et passer finalement un séchage supercritique pour obtenir ces aérogels. Ensuite, ces aérogels, eh bien, lorsqu'on va faire des tests électrochimiques, on va en faire des électrodes. Et vous avez ici, par exemple, la performance de ces aérogels. Je trace la capacité en fonction du courant. Vous apercevez que vous avez ici LiCO2, qui est le matériau d'électrode actuel, avec les capacités des aérogels de V2O5. Donc, on peut voir ici, si on regarde finalement ces capacités, elles sont nettement supérieures que les matériaux d'aujourd'hui, comme indiqué. Et on a un facteur 3. Si maintenant je regarde l'évolution en fonction de la méthode de séchage, vous voyez que si je prends de la poudre V2O5, des nanocristaux de V2O5 et du V2O5 aérogel, vous voyez que la capacité augmente au fur et à mesure qu'on augmente finalement la taille des pores. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer des réseaux interpénétrés dans lesquels les électrolytes vont pouvoir s'infiltrer et on va pouvoir avoir un transport d'ions relativement correct. Alors, je voudrais quand même vous mettre en garde, c'est qu'à regard de ces images, vous pourriez dire que les aérogels sont splendides pour des matériaux d'électrode. Hélas, réalisez que dans ce cas, on n'est pas à des densités de 3 grammes par centimètre cube, mais on est à des densités de 0,05 grammes. C'est-à-dire qu'on a finalement de la poussière. D'où on peut avoir de la puissance, mais on n'aura pas de la densité d'énergie et on n'aura pas de l'autonomie. D'où, c'est la raison pour laquelle, vous verrez à la fin de ce cours, que malgré que ce soit très intéressant pour la compréhension, le fondamental, l'utilité de ces matériaux comme électrodes de batterie peut être, à l'exception des supercaps, est relativement limitée. Mais, je dirais, vous montrer cela est intéressant parce que vous allez voir l'ingéniosité des chercheurs pour faire des sol-gels de n'importe quels oxydes. Car jusqu'à maintenant, je me suis limité à l'oxyde SiO2, à l'exception de celui-ci, V2O5. Eh bien, on va voir maintenant d'autres oxydes, dont un qui nous intéresse fortement, en raison de son abondance et de son faible coût, est l'oxyde de manganèse. Et vous allez voir que dans ce cas, eh bien, il va falloir finalement changer un peu le procédé sol-gel, y apporter des modifications. Et vous allez prendre dans ce cas un composé qui est MnO2, d'où on veut synthétiser des aérogels de MnO2. Ce que je vais montrer jusqu'à maintenant, théoriquement, c'est relativement compliqué, enfin c'est relativement simple. Il suffit de créer des groupes hydroxyles pour pouvoir les condenser. Donc par conséquent, si on a un aquacation, on va rajouter une base pour se mettre en ce domaine jaune. Si on a des oxoanions, on va rajouter un acide pour, comme vous pouvez voir, revenir ici. Seule difficulté, c'est que le manganèse plus 4 n'est pas stable en milieu aqueux. D'où cette stratégie ne va pas marcher. D'où dans ce cas, eh bien, une stratégie qui a été mise en place par des chercheurs français va être basée dans ce cas sur une réaction redox. C'est-à-dire qu'on va générer ce gel par une réaction redox qui va consister à faire réagir un permanganate au potassium, état d'oxydation plus 7, avec un réducteur qui va être l'acide fumarique. Eh bien, si on fait ça, comme vous pouvez voir ici, on va obtenir également la formation d'un gel qu'on va faire vieillir,
qu'on va traiter ici dans l'acide pour sortir certains résidus de manganèse plus 3, et ainsi de suite. D'où, par cette astuce, d'utiliser une réaction redox, à partir d'un élément d'un état d'oxydation élevé, on va pouvoir obtenir des matériaux de MnO2, je dis relativement poreux. Et on pourra avoir, dans ce cas, un zérogel ou un aérogel selon les conditions de séchage. Avec, là aussi, possibilité d'avoir un ambigel où on va avoir quand même certains résidus de potassium dans la structure, mais ça ne va pas être, je dirais, de façon critique. Donc voilà, si vous voulez, une possibilité de préparer des gels de manganèse. Alors, en deçà du manganèse, il y a bien sûr d'autres composés que l'on peut préparer, notamment, je dirais, le fer, pourquoi pas, et certaines terres rares pour les membranes de piles à combustible. Et vous allez voir que là aussi, eh bien, le procédé a été modifié une fois de plus pour s'adapter à ces matériaux que l'on souhaitait. Et on va dans ce cas utiliser une réaction qui est fort utilisée en chimie organique, où on va utiliser de l'oxyde de propylène, qui est la particularité de vouloir s'associer à un acide. Et dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir directement l'oxyde de propylène va piéger l'acide environnant pour une ouverture de cycle. Eh bien, ce qu'on va faire, ou ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'oxyde de propylène avec des complexes de fer, comme indiqué ici. Le fer, l'hexahydrate de fer plus 3 étant acide, dans ce cas, eh bien, il va libérer un proton pour aller directement se fixer sur l'oxyde de propylène. Ce qui fait qu'on va créer le groupe hydroxyle, qui est l'élément de base pour générer les réactions de condensation. Et en effet, eh bien, si on fait ça, on part directement de ce composé, un trichlorure, on peut également partir d'un nitrate, et on va obtenir, comme on peut voir ici, cette séquence pour fabriquer ces aérosols, monolithes et ainsi de suite, avec les structures indiquées ici. Donc là aussi, on peut préparer maintenant, grâce à ce nouveau procédé, à cette nouvelle méthode sol-gel, des oxydes d'éléments de transition allant du fer, mais on peut également généraliser cela au manganèse, au mélange manganèse-fer, au cuivre, au zinc, et ainsi de suite. Et même, on peut, dans ce cas, préparer certains composés spinels par cette méthode comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire. Cette méthode, eh bien, on peut également l'appliquer dans le cas de terres rares, mais on peut s'en servir maintenant, puisqu'on a fabriqué des oxydes de fer et des oxydes de manganèse pour assembler des supercapaciteurs qui ont des aérogels, comme deux électrodes, comme indiqué ici. Et vous avez ici le comportement de ces supercapaciteurs, qui sont une fois de plus excellents en puissance, mais qui sont limités en autonomie, comme bien sûr de tels appareillages. Venons-en maintenant aux terres rares, et on va aller voir que par cette méthode d'oxyde de propylène, eh bien, on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, préparer toute une série de nouveaux composés et de nouveaux aérogels. Et ici, eh j'illustrerai tout simplement le cas de terres rares, où on peut également, avec de l'oxyde de propylène, le même systématique qu'auparavant, à partir de chlorure ou de nitrate, préparer un sol, préparer un gel, et ainsi de suite, avec, dans ce cas, le retrait du liquide par du fluide supercritique pour obtenir ces membranes, comme indiqué ici. Et ces membranes possèdent d'excellentes propriétés de conduction, dues à la porosité de ces aérogels et à l'interconnexion des différents pores qui permet un transport de protons pour une conduction ionique relativement importante et également un transport d'oxygène. Et bien sûr, cela est utilisé dans les piles à combustible. Donc voilà, si vous voulez, un peu décrit la variété de ce procédé sol-gel. Et cette variété, elle ne s'arrête pas là, puisqu'on va voir qu'il y a également d'autres moyens de faire des sol-gels, et cette fois, pas à partir de matières organiques, mais également à partir de matières inorganiques, et cela va conduire finalement à toute la famille de carbone nanostructuré, comme on va voir par la suite. Bien, dans ce cas, on va changer totalement de précurseur, mais finalement, le dénominateur commun, c'est dans toutes les synthèses que vous allez faire pour développer un procédé sol-gel, c'est finalement de réussir à stabiliser un groupe hydroxyle pour pouvoir ensuite le condenser. Bien, vous avez qu'en ce cas,
on va regarder la réaction d'addition du résorcinol, qui n'est rien d'autre qu'une benzène diol, avec le formaldéhyde, et en présence d'un catalyseur qui va être du carbonate de sodium. Eh bien, dès que je fais cette réaction, vous voyez ce qui arrive ici, je vais créer directement des groupes hydroxyméthyl. Ayant ces groupes hydroxyméthyl, ça y est, j'ai ma source pour faire des aérogels. Et ensuite, eh bien, je fais une réaction de condensation, et je vais obtenir ces molécules dans lesquelles, vous voyez, je vais avoir des ponts CH2 ou des ponts éthers CH2 ou CH2. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, une fois de plus, je vais créer mes espèces hydroxyles, avoir une réaction de condensation, former les oligomères et commencer directement à former ces entités qui vont avoir des directions tridimensionnelles et générer ces fameux gels. Donc là aussi, vous voyez, on peut faire des gels de matière organique. De nouveau, porosité contrôlée, ainsi de suite. À quoi vont servir ces gels? Bien, ces gels, ils vont servir, comme on peut voir ici. Une fois de plus, on va les sécher. Et là, ce qu'on va faire, bien, c'est qu'on va les pyrolyser. Sécher. Et on va pyrolyser à 1000, voire entre 1000 et 2100 degrés. Et c'est là qu'on va obtenir ces structures, ces aérogels de carbone. Et ces aérogels de carbone, ils ont des surfaces spécifiques relativement importantes, des densités ajustables, puisque dans ce cas, il suffit tout simplement que vous ajustiez la quantité de résorcinol ainsi que de formaldéhyde pour changer la quantité de porosité, ainsi de suite. Ils sont conducteurs et ils peuvent être fabriqués par moulage monolithique. Et là, bien, ces différentes sortes de gels sont relativement importants pour de nombreuses applications, car une fois de plus, ces carbones vont être utilisés comme électrodes de matériaux et autres. On peut également, dans ce cas, eh bien, compliquer la situation, c'est-à-dire que maintenant, on peut utiliser un support poreux, on va utiliser dans ce cas des fibres de carbone, du papier support, et on peut également faire la même réaction en trempant seulement ce papier de carbone. Il va être imbibé de ce mélange de résorcinol et de formaldéhyde. La condensation ou la polymérisation va se faire, on va pyrolyser et on va obtenir dans ce cas ces carbones nanoformes qu'on appelle, comme indiqué ici, avec de nouveau des surfaces exacerbées et des propriétés de conduction importantes en présence d'électrolytes, ainsi de suite. Et comme on peut le voir, ce procédé, eh bien, on peut l'étendre à de nombreux phénomènes. On peut pouvoir y injecter tout un panel de nanoparticules. On va pouvoir injecter des particules palladium, des particules ruthénium, et ainsi de suite, pour obtenir des carbones chargés en oxyde de ruthénium, oxyde d'uranium, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, à peu près les différentes applications que l'on peut faire de ce côté. Alors, pour cela, eh bien, on peut encore compliquer, c'est-à-dire que si on prend ces différentes sortes de carbone aérogel, on va pouvoir dans ce cas utiliser leurs propriétés de surface, leurs propriétés réductrices, pour de nouveau les réagir, par exemple dans ce cas avec KMNO4, pour avoir des réactions de réduction et faire nucléer, croître à la surface des oxydes de manganèse, des oxydes de fer, ainsi de suite. Vous avez ici une image de comment cette réaction se passe. Vous avez une réduction au site actif à la surface du carbone que vous ne pouvez pas activer dans un départ par un trempage en milieu acide. Donc là aussi, on peut obtenir des électrodes à forte densité ou à forte puissance avec des carbones de surface qui sont imbibés de matériaux MnO2 et ainsi de suite, qui sont actifs ou qui sont des pseudocaps et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors tout ça, eh bien, il y a des compagnies qui essaient de développer des supercondensateurs basés sur ce principe. Vous avez ici les différentes étapes de construction d'un supercondensateur, fabrication d'électrodes, ensuite l'assemblage dans des cellules, dans des boîtiers, pour avoir finalement des performances optimales dues, de nouveau, une fois de plus, à toute l'ouverture ou la structure poreuse qui permet des conductions importantes, et ainsi de suite. D'où si je regarde finalement ça au niveau de l'aspect énergétique, eh bien je m'aperçois, vous voyez que finalement, eh bien, ces aérogels, on peut les utiliser dans de nombreuses applications. Les batteries, on peut les utiliser. On peut les utiliser dans la supercapacité de condensateur. On peut les utiliser dans le traitement des eaux pour déminéralisation. Dans ce cas, on va tout simplement, par des réactions de surface, eh bien, capter ou piéger
tous les alcalins ou les alcalins terreux. On peut les utiliser aussi également comme membrane à pile à combustible ou pour apporter des électrocatalyseurs comme indiqué ici. D'où finalement le message que je voulais vous laisser, le répéter une fois de plus, c'est que la taille des pores et la densité volumique nous permet d'avoir de très bonnes performances en puissance. Par contre, je dirais, ces structures ouvertes, cette large porosité, eh bien, dans ce cas, va limiter tout ce qui est les densités d'énergie et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vais juste terminer sur un ou deux autres transparents. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, eh bien, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, je vous ai décrit ces gels, ces aérogels, tout ça, en milieu aqueux. Et la question, c'est, est-ce que l'on peut faire maintenant des gels de silice en milieu non aqueux? Eh bien, la réponse va être oui, et cela a été fait pour les raisons suivantes. En effet, si vous regardez le procédé sol-gel, eh bien, il y a quand même une certaine lourdeur, si je peux dire, car vous avez vu qu'il fallait quand même contrôler la vitesse d'hydrolyse des alkoxydes en ajoutant des catalyseurs acides ou basiques, ce qui n'était pas évident, que les échantillons de synthèse sont souvent amorphes, pour la plupart on a affaire à des verres, et bien sûr, il y a quand même des paramètres importants qu'il faut contrôler au niveau du pH, de la vitesse de mélange, vitesse d'oxydation. On verra par la suite l'instant où il faut ajouter certains éléments, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle certains chercheurs ont tenté directement de contourner cela. Et un chercheur français, qui malheureusement, j'ai appris hier soir qu'il est décédé ce week-end, qui était Robert Courriou, qui était un chercheur en organique moléculaire, qui a fait des travaux énormes sur le silicium. Eh bien, qu'est-ce qu'il a considéré? C'est qu'on pouvait tout simplement préparer des sol-gels de silice sans, tout simplement, se servir de groupe hydroxy. C'est-à-dire qu'en ce cas, il prend directement la réactivité d'alkoxyde de silicium avec des halogenures de silicium. Et grâce à cela, il peut obtenir des liaisons de siloxane en relarguant un halogénure d'alkyle, comme on peut voir ici. Et bien cela, il a mis au point. Vous avez ici la préparation de ce sol-gel en milieu non aqueux pour des oxydes, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on va faire réagir du sodium de tétrachlorure de silicium, SiCl4. On peut également utiliser du bromure, SiBr4, avec des alcools, benzylique, tertio, ainsi de suite, comme indiqué ici. Eh bien, dans ce cas, on va voir la réaction indiquée là-haut, où vous avez une réaction du couvrement alkoxy avec le tétrachlorure de silicium ou de brome, dépendant, pour créer cette liaison de siloxane et, tout simplement, ces nanoparticules de SiO2. Vous voyez qu'en ce procédé, eh bien, il y a une chose totalement différente du procédé sol-gel. Dans le procédé sol-gel, on prenait l'oxygène de la partie aqueuse. Là, eh bien, on le prend directement de la partie du solvant, c'est-à-dire qui va tout simplement réagir dans cette réaction d'addition, c'est-à-dire des alkoxys et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur ce procédé sol-gel, dont je finirai la prochaine fois avec des réactions supplémentaires, notamment au niveau des composites, et vous montrerai finalement les dernières subtilités que les chercheurs ont amenées à ce projet pour élargir encore le domaine d'application du procédé sol-gel. Voilà, merci.